Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une analyse un peu plus fouillée, une réaction à froid de ce qui s'est passé dans la nuit du 3 janvier 2025 au Venezuela. Donc, les États-Unis ont bombardé le Venezuela, ont séquestré le président et sa femme et les ont transférés à New York où ils vont être jugés pour narcoterrorisme. Alors, déjà, avant tout, je vous invite, puisque l'information va très vite en ce moment, donc je vous invite, si vous voulez suivre les informations qu'on donne en temps réel, à vous inscrire à notre liste de diffusion de Telegram. Ça va s'inscrire ici, et on le remettra aussi dans les commentaires. Et puis, allez sur le site lesderives.info pour vous abonner à notre newsletter, où on publie aussi plusieurs vidéos, articles, news sur l'Amérique latine. Alors en ce moment, évidemment, c'est centré sur le Venezuela, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Évidemment, on vous invite aussi à nous soutenir, à aller sur le site des Deux Rives, lesderives.info, à cliquer sur Soutenez-nous et à faire un don dans la mesure de vos moyens. Ça nous permet de vous fournir cette autre information si nécessaire dans des temps troublés où les fake news abondent généralement. Ça vous permet d'avoir un autre point de vue et de le confronter aux grands médias pour vous faire votre propre opinion. Voilà, ceci étant dit, nous revenons sur ce qui s'est passé dans les derniers jours au Venezuela, donc après l'attaque et l'enlèvement du président Maduro. Le président des États-Unis, Donald Trump, a donné une première conférence de presse, donc dans la foulée de l'opération militaire, vers 10h, 11h, donc le 3 janvier. Cette conférence de presse était complètement surréaliste. Donald Trump a déclaré que les États-Unis vont désormais administrer le Venezuela et gérer la richesse pétrolière qu'ils considèrent comme leur, hein. Mais pas seulement. Dans une autre conférence de presse, il a déclaré aussi que les États-Unis géreraient toutes les infrastructures du Venezuela, les routes, les ports, les ponts. Bon, grosso modo, la mise sous tutelle du Venezuela par les États-Unis. Il a déclaré, donc ça conforme à ce que nous avions annoncé aussi, le retour de la doctrine Monroe, non, telle que c'est exprimé dans la stratégie de sécurité nationale publiée fin novembre 2025, la doctrine Monroe. Comme je l'ai rappelé dans la dernière vidéo, c'est cette doctrine donc née au siècle passé sous la présidence de James Monroe et qui considère que toutes les richesses du continent latino-américain sont propriété des États-Unis, en tout cas doivent être orientées au développement et à la sécurité nationale de ce pays. Du colonialisme pur et dur, assumé totalement par Donald Trump. Alors, il a aussi dit que le pétrole du Venezuela, comme je l'ai dit, appartient aux États-Unis et que les entreprises pétrolières des États-Unis vont faire désormais beaucoup d'argent, et a menacé d'une deuxième vague de bombardements si le Venezuela ne respectait pas ou s'élevait contre la décision impériale de dominer et d'administrer le Venezuela. Alors, on va analyser tout ça un peu plus tard, hein. Je décris ce qu'a dit Donald Trump juste dans la foulée de l'opération militaire. Alors, il a aussi déclaré que les États-Unis sont en négociation finalement avec le pouvoir en place au Venezuela, en la présence de Delcy Rodriguez, la vice-présidente donc du Venezuela, et de ce fait a complètement dégagé Maria Corina Machado. De fait, quand les journalistes lui ont demandé, mais êtes-vous en contact avec Maria Corina Machado, donc la prix Nobel de la guerre, Donald Trump a dit, nous ne sommes pas en contact avec elle, car elle n'a pas de soutien ni de respect au Venezuela. Of the location of opposition leader Machado, and have you been in contact with her? No, we haven't. No, we haven't. Mr. President, Do you have any hesitations about Machado? Mr. President, on Monday. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. Alors cette phrase est évidemment importante, outre le fait que l'opposition vénézuélienne radicale a été mise sur la touche. Et puis, si elle n'a pas de soutien
ni de respect au Venezuela, comment aurait-elle fait 70% lors de l'élection présidentielle? Parce que derrière Edmundo González, c'est évidemment elle qui a fait campagne au Venezuela. Donc évidemment, ça fait partie de toutes les contradictions internes au narratif qu'essayent d'imposer les États-Unis. Le narratif qui était au départ de lutte contre les cartels de la drogue, un narratif absurde, mais qui aujourd'hui est quasiment abandonné pour la mainmise des États-Unis sur les richesses du Venezuela et pour en écarter ses principaux concurrents comme la Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réponse du Venezuela. À peine la conférence de presse de Donald Trump eût été finie, la vice-présidente Delcy Rodriguez a convoqué le Conseil d'État de défense de la nation, qui comprend tout le haut commandement militaire, qui comprend tous les représentants de tous les pouvoirs du Venezuela, c'est-à-dire l'exécutif elle-même, le législatif, le Parlement, Jorge Rodriguez, le pouvoir judiciaire, le pouvoir moral, ainsi que des représentants du pouvoir local, régional et tous les vice-présidents sectoriels de l'État vénézuélien. Hemos convocado este Consejo de Defensa de la Nación, donde participan los poderes públicos del Estado venezolano. Nos acompaña el presidente del Poder Legislativo de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, la presidenta del Poder Judicial, doctora Carilia Beatriz, el presidente del Poder Moral, fiscal general Tarek William Saab. Nos acompaña además el ministro de la Defensa, el jefe del CEO, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Vicepresidentes y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Desde exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Le Venezuela a répondu en tant qu'État. Et ça, c'est très important parce que on n'est pas en Libye ou en Syrie. C'est-à-dire qu'en décapitant le leader, tout le gouvernement, le régime s'effondre. Pas du tout. Là, il y a un État. Le Venezuela a répondu en tant qu'État. Effectivement, leur leader a été enlevé et séquestré, mais la continuité institutionnelle est assurée de fait dans ce Conseil de défense et par la suite dans des déclarations, notamment du haut commandement militaire. Tous les pouvoirs du Venezuela reconnaissent que le président continue d'être Nicolás Maduro Moros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absence ni temporaire ni prolongée par lequel précisément la continuité constitutionnelle obligerait à convoquer des élections sous 1 mois pour une absence définitive, sous 3 mois pour une absence temporaire, c'est-à-dire 3 mois avant de convoquer les élections. Là, il n'en est pas question, puisque le président constitutionnel continue d'être Nicolás Maduro et Delcy Rodriguez vient d'assumer comme présidente en charge le temps que l'empêchement de Nicolás Maduro vienne à son terme. C'est-à-dire qu'il n'y aura donc pas d'élection avant la fin du mandat de Nicolás Maduro en 2030. Le tribunal suprême de justice avait déjà proclamé Madame Rodriguez donc comme président en charge du Venezuela. Elle a prêté serment devant le Parlement. C'est donc à elle que revient la charge de l'exécutif dans l'empêchement de gouverner de Nicolás Maduro. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. En nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por mi honor que no voy a dar descanso
a mi brazo, ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Alors, dans le même temps, le Venezuela a décrété une mobilisation générale, donc de l'armée, des forces armées, des forces policières, mais aussi des milices populaires, donc pour quadriller le territoire et empêcher toute incursion des États-Unis. Et puis, a appelé aussi à des mobilisations citoyennes qui ont été massives, parce que les Vénézuéliens, je peux vous assurer, pour avoir discuté avec des dizaines d'entre eux, se sont réveillés ou ont été réveillés par les bombardements et sont profondément choqués. Les chiffres des victimes des bombardements sont encore un peu flous, on parle de entre 80 et 100, alors il y a des victimes militaires, mais il y a aussi beaucoup de victimes civiles et on n'a pas demandé à ces gens s'ils avaient la carte du Parti socialiste uni du Venezuela ou non. Dans les victimes civiles, on le saura certainement plus tard, il y a certainement des opposants, des chavistes, de tout, des Vénézuéliens peut-être apolitiques. Et évidemment, tout Vénézuélien au Venezuela s'est réveillé outragé par par l'acte de barbarie des États-Unis. Et donc, ça a donné des mobilisations citoyennes massives en soutien finalement à l'État vénézuélien, à la révolution bolivarienne et aussi au président Maduro et à sa femme Cilia Flores. Levanta, Maduro, aguanta, el pueblo se levanta, Maduro, aguanta, el pueblo se levanta. Lo secuestraron y no lo capturaron. La présidente, donc en charge, Delcy Rodriguez, a réuni un conseil des ministres où, évidemment, tous les ministres présents du cabinet de Nicolas Maduro ont participé, dans lequel ils ont réitéré le soutien plein et indéfectible à la présidence de Nicolas Maduro et le fait de tout mettre en œuvre pour sa libération et essayer de le tirer des griffes des États-Unis. Voilà. Alors, déjà, on va faire un petit aparté aussi, qui est Madame Rodriguez. Alors, c'est la fille de Jorge Antonio Rodriguez, qui était un guérillero des années 70, 80 au Venezuela, qui avait été arrêté et torturé à mort par les pouvoirs en place aux ordres de la CIA et des États-Unis. C'est une personne qui est dans la politique depuis des années, qui a participé dans des groupes de gauche dans les années 80, aux côtés notamment de Nicolas Maduro, donc dans la jeunesse de Nicolas Maduro. Donc c'est quelqu'un de très proche, c'est quelqu'un aussi de très formé, non, et de très compétent, qui assumait récemment la charge donc de vice-présidente exécutif, mais aussi de ministre du pétrole et ministre des finances. Donc c'était une personne évidemment centrale dans la récupération économique du Venezuela, parce que le Venezuela allait beaucoup mieux, on en parlera à la fin, je voudrais en dire un mot là-dessus, puisque c'était aussi ce que j'avais prévu de faire un petit retour de mon voyage au Venezuela. Donc, Madame Rodriguez était une des actrices, non, de cette récupération économique. Et puis, c'est quelqu'un de très respecté au sein du chavisme qui, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos il y a quelques mois, a connu la transition la plus difficile après Chavez. Et c'est pour ça aussi que le chavisme est
réagit, ou les Vénézuéliens réagissent comme un État. C'est-à-dire, il n'y a pas de guerre de succession, il n'y a pas un éclatement des forces armées ou un éclatement des factions au sein du Parti socialiste uni du Venezuela. Ce qui règne, c'est une unité totale du mouvement révolutionnaire et de l'État vénézuélien. Voilà, ça c'est important. Et donc, la présidente s'impose comme l'interlocutrice désormais des États-Unis. Évidemment, c'est ce que a essayé ce qu'a suggéré Donald Trump, en la menaçant d'ailleurs. C'est-à-dire que si Delcy Rodriguez ne fait pas ce que les États-Unis décident pour le Venezuela, Donald Trump a dit qu'il lui arrivera pire encore que ce qui est arrivé à Nicolás Maduro. Donc là, on est dans du western, on est en dehors totalement du droit international, mais voilà, ce qui est important, et ça, je crois que c'est très important de revenir là-dessus, de revenir ce qu'il y a derrière cette opération et qu'est-ce qu'elle nous apprend. Premièrement, une opération spectaculaire, ça, il ne s'agit pas de le nier, l'enlèvement de Nicolás Maduro s'est fait en quelques heures et elle a été menée à bien. Alors, il y a eu des morts au Venezuela, il y a eu certainement des morts d'ailleurs, puisque finalement, il y a eu des affrontements, donc il y a certainement eu aussi des morts du côté états-unien, ça on ne le saura probablement jamais. Ce qu'il ressort, c'est que comment les États-Unis ont pu rentrer aussi facilement et mener à bien ce type d'opération. Alors ça, je ne vais pas m'avancer non plus. On peut penser qu'il y a eu une trahison au sein du cercle rapproché de Nicolás Maduro. Alors ça, évidemment, je vais pas plus loin pour l'instant. Ça peut sembler un peu évident pour les renseignements qu'avait le commando pirate des États-Unis. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu de trahison institutionnelle. Il n'y a pas eu des pans de l'État qui ont lâché Nicolás Maduro. Delcy Rodriguez n'a pas trahi Nicolás Maduro, parce que là, on voit passer plein de trucs. Évidemment, ça fait partie. Alors, c'est pas tant à destination de vos cerveaux, même si en dommage collatéral, vous avez dû entendre parler de ça aussi. C'est surtout pour essayer de semer la zizanie dans le camp bolivarien, essayer, encore une fois, de fragmenter cette unité admirable de l'État vénézuélien et du mouvement révolutionnaire. Ce qui est aussi très important de noter, c'est que malgré une opération spectaculaire, les États-Unis n'ont pas envahi le Venezuela pour y mettre un homme ou, dans le cas du Venezuela, une femme de paille. Et là, finalement, c'est un aveu de faiblesse par rapport au début des années 2000 ou ce que faisaient les États-Unis historiquement. On se rappelle, par exemple, de la guerre en Irak, où les États-Unis ont envahi et ont mis leur homme de paille. On se rappelle de l'Afghanistan, où les États-Unis ont envahi et ont mis Hamid Karzai à la présidence. Là, ils n'ont pas voulu, parce que certainement, ils auraient bien aimé mettre Madame Machado à la tête de l'État vénézuélien, c'est qu'ils n'ont pas pu. Et pourquoi ils n'ont pas pu? Parce que, on l'a rappelé suffisamment, pour envahir le Venezuela, là, ils auraient dû faire face à non seulement l'armée, la police, mais aussi les 3 millions de milices populaires qui existent au Venezuela, qui sont armées, qui ont une formation militaire, et notamment de tactiques de guérilla, terrain par terrain, avec des commandements décentralisés et des personnes armées. Donc c'est une invasion qui aurait non seulement pris du temps, non seulement se serait révélée très coûteuse pour se maintenir, et puis, électoralement, ça aurait été un désastre. Dans des États-Unis où la base MAGA, celle qui a élu Donald Trump pour améliorer sa qualité de vie, n'est pas contente parce qu'elle ne voit pas une amélioration de sa qualité de vie, voir des centaines ou des milliers de cadavres de leurs compatriotes revenir dans des sacs noirs, des sacs mortuaires du Venezuela, c'était l'assurance de se prendre une énorme tôle aux élections de mi-terme qui auront lieu en novembre prochain. Donc, les États-Unis ont décidé de mener cette opération spectaculaire, ils ont leur trophée, ils ont Nicolás Maduro, mais la deuxième phase va être une phase de négociation avec le pouvoir en place, qui n'a pas changé. Non seulement il n'a pas changé, mais en plus de ça, il continue de considérer Nicolás Maduro comme
le président constitutionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu non plus un coup d'État interne. Donc là, on est face finalement à un pragmatisme de Donald Trump. Après avoir mené le coup, il a donné en trophée aussi à Marco Rubio et au faucon nord-américain la tête de Maduro. La deuxième phase ne sera pas forcément une phase guerrière, même si la menace continue de planer et qu'il ne faut rien écarter. Mais en tout cas, c'est très compliqué et ça sera très compliqué de le faire sans perte états-unienne cette fois-ci. Alors, ça a été aussi assez rigolo puisque Marco Rubio qui est qui a été mis en place par la mafia cubano-américaine de Miami, qui est un faucon qui vit dans les heures de la guerre froide, et c'était assez cocasse de voir l'interview de Marco Rubio sur CBS où la journaliste lui dit mais enfin et Maria Corina Machado et les élections, vous allez organiser des élections, et Marco Rubio qui répond des élections, c'est pas à l'ordre du jour, nous sommes en train de traiter les problèmes pétroliers. Alors quelqu'un qui a rien compris, évidemment, c'est Macron qui continue d'essayer de poursuivre le changement de régime avec certains alliés de l'Union européenne. On y reviendra dans les déclarations au Conseil de sécurité de l'ONU notamment, mais pour l'instant, je dis bien, les États-Unis sont dans un moment où ils vont essayer une pression maximale sur les autorités vénézuéliennes pour s'accaparer les richesses du pays. C'est pour ça que il faut aussi relativiser les paroles de Donald Trump lorsqu'il dit nous allons administrer le Venezuela, nous allons gérer le pétrole, les ponts, les routes, les ports, etc. Comment en n'étant pas présent sur le terrain? Comment en n'ayant pas une administration aux ordres? Évidemment, là, tout va être jeu de pression et de négociation. Quelles sont les pressions que les États-Unis peuvent exercer sur le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela? La force militaire. D'ailleurs, Donald Trump a averti la présidente en charge, Delcy Rodriguez, en lui disant « Si tu n'obéis pas à tous les désirs des États-Unis de s'accaparer toutes les richesses du Venezuela, alors nous allons faire une opération encore pire que celle de Maduro, donc la menace de mort, grosso modo. » Bon. Donc la force militaire. Deuxième moyen de pression, aussi évoqué par Donald Trump, le blocus naval. C'est-à-dire, nous n'allons pas administrer depuis le territoire du Venezuela, mais nous allons décider avec notre armada qui va pouvoir acheter du pétrole vénézuélien, à qui va aller le pétrole vénézuélien, puisque nous allons contrôler tous les tankers pétroliers qui entrent et qui ressortent du Venezuela. Bon, très bien, mais cette pression ne s'exerce évidemment pas que contre le Venezuela, ça s'exerce contre la Chine aussi. Et je ne suis pas sûr que la Chine se laisse pressionner et extorquer de cette manière, le Venezuela non plus d'ailleurs. Et troisième moyen de pression et de négociation, que le Venezuela revende son pétrole en dollars, puisque le Venezuela le vendait en yuan. Je rappelle que 85% du pétrole vénézuélien, c'est autour de 600 000 barils par jour, allait en Chine et était payé en yuan. Mais le Venezuela n'a pas utilisé le yuan parce que c'est comme ça, parce qu'il a voulu. C'est qu'il a été progressivement, à cause du blocus économique et financier que les États-Unis font contre ce pays depuis décembre 2014. Et là, je vais mettre en note une chronologie du blocus des États-Unis contre le Venezuela, parce que je commence à en avoir marre de dire non, c'est tout de la faute de Maduro, c'est l'économie, c'est cassé la gueule. Pas du tout. J'ai tenu une chronologie tous les jours depuis 2014 jusqu'à 2022. J'ai arrêté en 2022 parce que le gros des mesures avait déjà été prises. Il y en a encore qui ont été prises depuis. Il faudrait que je l'actualise. Il y a 36 pages. 36 pages. Ils ont fait crier l'économie vénézuélienne. Ils ont étranglé l'économie vénézuélienne selon les mots de John Bolton en 2019. Et donc, ils ont déconnecté l'économie vénézuélienne du système dollar et déconnecté tous ceux qui voulaient commercer avec eux du système dollar. C'est-à-dire qu'il y avait des alliés, par exemple, je pense à des banques turques,
la relation entre la Turquie et le Venezuela est très bonne, et des banques turques par lesquelles passait le Venezuela les utilisait comme intermédiaires, et les banques turques ont dû arrêter les transactions avec le Venezuela. Il ne s'agit pas de banques turques. Vous pouvez demander à la BNP ce qu'elle pense des sanctions américaines. Elle a payé 10 milliards de dollars pour avoir commercé avec Cuba il y a quelques années. Donc, évidemment, les banques turques ou d'autres ont d'autres clients que le Venezuela et ne veulent pas être déconnectés du système dollar. C'est la même chose pour des compagnies pétrolières. Par exemple, la Chinese National Petroleum Company a dû partir du Venezuela en août 2019 pour les mêmes raisons, pour ne pas être déconnecté totalement du système dollar. Donc le Venezuela vend en yuan parce qu'il a été déconnecté du système dollar aussi. Et donc là, si les États-Unis, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, si les États-Unis exercent cette pression au Venezuela en leur permettant de continuer à vendre du pétrole aux Chinois, alors là, ça, je pense que de toute façon, les contrats vont être honorés puisque c'est la Chine qui se retrouvera en préjudice et donc ça sera un affrontement entre la Chine et les États-Unis. Mais alors, comment vont-ils le payer? Les États-Unis peuvent pressionner là-dessus. Eh ben, il faudrait qu'ils lèvent en tout cas une partie du blocus économique et financier contre le Venezuela. Alors tout ça, évidemment, on va voir dans les semaines qui viennent qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va être pris, quelles vont être les mesures de pression que les États-Unis vont exercer sur le Venezuela, et puis comment le Venezuela va résister. Parce que quand vous écoutez Madame Rodriguez, quand vous écoutez le haut commandement militaire, ou pire encore, quand vous écoutez le peuple vénézuélien, il est déterminé à ne pas lâcher sur la souveraineté, à ne pas lâcher sur l'autonomie de leur modèle politique et à ne pas lâcher sur la dignité de leur pays. Así que desde ya nosotros activemos la defensa popular prolongada en todas nuestras comunidades, comunas, circuitos comunales, en cada centímetro del territorio nacional. Tenemos la razón, tenemos la dignidad, tenemos el legado de Bolívar. No podemos permitir esa herida profunda. Vamos a defender el presidente de la paz, el presidente que nos ha dado felicidad, el presidente de la calle. El secuestro de Nicolás hay que verlo no solo como una agresión contra los venezolanos, es una agresión contra todo el mundo. Es la necropolítica, es asumir quién puede vivir y quién puede morir. Ya no podemos seguir creyendo que Naciones Unidas los va a detener. Los detiene el pueblo en la calle, los detienen los obreros, los campesinos, las mujeres, la juventud, los hombres y las mujeres de bien. Donc, effectivement, on va voir comment cela va évoluer dans les prochaines semaines. Au niveau diplomatique, il y a eu, on va pas parler des élucubrations et des contradictions internes de la France. On va juste rappeler que Jean-Noël Barrot a émis une position, ensuite Emmanuel Macron en a émis une autre. Cette position a été dénoncée par le Venezuela comme d'insolents propos, et puis Emmanuel Macron est revenu à la première, celle qui avait été définie par Jean-Noël Barrot. On y reviendra un peu. Bon, on va pas parler de ça, c'est un détail insignifiant. On va parler d'abord, évidemment, de la position des pays latino-américains et puis de la position du Conseil de sécurité qui vient de se tenir à l'ONU. Alors, et puis surtout, on va parler du Brésil en réalité, puisque la CELAC, la communauté des États latino-américains et caribéens, s'est prononcée et en réalité, elle n'a pas du tout fait consensus. Et malgré les pressions internes du Brésil, eh bien, il y a eu un document qui a été signé donc par 5 pays plus l'Espagne, le Brésil, la Colombie, le Chili, le Mexique et l'Uruguay. Donc pour le Brésil, c'est une défaite diplomatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu, au-delà de ces pays, faire une position cohérente en Amérique latine. Pourquoi? Parce que il y a des pays qui soutiennent complètement l'action des États-Unis, en fait des pays, je mets vraiment entre guillemets, c'est plus des territoires en fait états-uniens administrés par des caisses enregistreuses de Washington, des proconsuls de Washington. Ces pays n'ont plus aucune souveraineté ni dignité. Donc là, je parle par exemple évidemment de l'Argentine, du Chili, de Monsieur. Alors le Chili va changer de gouvernement, donc le Chili a signé, le Chili de Monsieur Boric a signé le communiqué du Brésil.
la Bolivie de Rodrigo Paz, le Pérou, l'Équateur, le Panama, la République dominicaine, etc., etc. Mais le Brésil n'a pas réussi à ramener des pays qui se veulent modérés et qui ne sont en réalité que des bouts de territoire états-uniens en Amérique centrale, comme le Costa Rica par exemple, ou le Guatemala. Je parle même pas du Salvador, bien entendu. Donc, défaite diplomatique du Brésil, parce qu'il n'a même pas non plus réussi à faire signer Cuba, le Nicaragua et des gouvernements plus radicaux, ou le Honduras par exemple, parce que le communiqué est assez tiède, assez modéré, et s'il condamne bien évidemment l'incursion guerrière des États-Unis contre le continent latino-américain, contre le Venezuela, mais n'appelle pas par exemple à la libération du président Maduro qui est séquestré à New York. Le Brésil en plus n'a été médiateur en rien finalement, c'est une défaite assez, il faudra analyser, peut-être qu'on y reviendra et on fera quelque chose de plus spécial là-dessus, mais Lula se voulait depuis 1 an et puis depuis quelques mois comme le médiateur, le Brésil se veut comme finalement le pays qui l'intermédiaire, on va dire, le pays qui modère, qui arrive à gérer les conflits diplomatiques au sein de l'Amérique du Sud. On se rappelle par exemple que le Brésil avait été en premier lieu pendant l'épisode de la réélection du président Maduro. Les États-Unis lui avaient délégué, on va dire, un rôle. Bon, ben là, ils ont rien délégué du tout. Le Brésil n'a rien réussi à faire en médiation. Le Brésil n'a pas réussi à éviter la guerre chez son voisin, ni les conséquences de la guerre si elle se prolonge. Donc, là, pour le Brésil et pour la CELAC, alors la CELAC, évidemment, explose en 1000 morceaux, mais ça venait de plusieurs années en arrière. Alors, on arrive au Conseil de sécurité de l'ONU, et alors, donc, il y a eu 4 groupes qui ont parlé. Alors, ce qui est drôle, c'est que je vais pas revenir sur les interventions des États-Unis, qui évidemment a justifié leur position au nom de l'illégitimité de Nicolás Maduro et de la lutte contre la drogue. Alors, il faut faire attention à ça, parce que le président du Pérou n'a pas été élu, par exemple. Donc, il est totalement illégitime. Et le Pérou est le 2e producteur de cocaïne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis vont venir bombarder le Pérou? Alors, évidemment, non, c'est une colonie des États-Unis. Mais ça crée évidemment des grands précédents. Et en Amérique latine, ça passe totalement crème dans la plupart des pays soumis aux intérêts de Washington. Alors, donc voilà la position des États-Unis, la position du Venezuela. Bon, vous pouvez l'imaginer, elle défend sa souveraineté, elle dénonce l'acte guerrier, et puis elle réclame la libération du président Maduro. En fait, il y a 4 groupes. Voilà, j'ai déterminé 4 groupes. Ceux qui insistent pour un changement de régime et qui soutiennent l'action des USA. C'est-à-dire qu'ils soutiennent, c'est très bien d'avoir arrêté Maduro, c'est très bien d'avoir bombardé, et il faut encore aller plus loin, il faut installer un régime, il faut installer Madame Maria Corina Machado ou Edmundo González au pouvoir, il faut encore aller plus loin, on peut pas se résoudre à négocier avec le pouvoir chaviste en place. Alors là, on trouve par exemple l'Argentine de Monsieur Milei, évidemment, le Paraguay qui est un des 13 pays qui ne reconnaît pas la République populaire de Chine, qui continue à reconnaître Taïwan comme la Chine, le représentant de la Chine, et puis Trinidad et Tobago. Qu'est-ce qu'on note? On note que c'est 3 pays latino-américains. Et ça, évidemment, c'est un très évocateur du moment que vit l'Amérique latine avec la reconquête des États-Unis sur le continent. Donc Argentine, Paraguay, Trinidad et Tobago, ils soutiennent l'action américaine et plaident pour un changement de régime. On a des pays qui très mollement ont condamné, mais alors vraiment très mollement, 30 secondes au début du discours, ont condamné l'action des États-Unis. C'est pas comme ça qu'il faut faire, faut quand même respecter l'ONU, et puis qui ont passé le reste de leur intervention à dire que finalement ce Nicolás Maduro n'est pas légitime et qu'il faut aller plus loin dans un changement de régime. Donc des pays qui veulent un changement de régime, mais qui très mollement ont condamné la forme de le faire. Là, on trouve la Lettonie, le Panama, la France, la Grèce et le Danemark. Alors, le Danemark, je m'arrête un petit peu là-dessus parce que le Danemark,
Donc, très mollement, hein, 10 secondes, dit que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, etc., etc., mais que finalement, que Nicolas Maduro n'était pas légitime, n'avait pas les voix du peuple, donc on pouvait le comprendre. Mais vous savez qui n'est pas légitime et qui n'a aucune voix du peuple? Frédéric X, le roi du Danemark, le chef d'État du Danemark. Donc, il va pas falloir venir pleurnicher parce que selon le précédent mis en place par les États-Unis, ils peuvent très bien envahir une région administrée par le Danemark, le Groenland par exemple, parce que le chef d'État n'est pas légitime. C'est une position suicidaire. C'est la position aussi de l'Union européenne. C'est suicidaire. Et Trump l'a dit il y a quelques heures, il a dit on s'occupera du Groenland dans 2 mois. We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Le Danemark aurait dû être dans les pays qui auraient dû défendre le Venezuela, pas parce qu'ils aiment bien Maduro, peu importe, parce que ça risque de leur arriver, ils vont se faire déposséder d'une partie de leur territoire et de leur richesse d'ici la fin de l'année 2026. Alors, c'est très grave. Donc, ces pays, deuxième groupe, ceux qui insistent pour un changement de régime tout en condamnant mollement la façon de le faire, Lettonie, Panama, Danemark, France et Grèce. On a un troisième groupe qui condamne l'action des États-Unis de manière catégorique. Donc, on a là le Bahreïn, le Pakistan, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Colombie. Alors, ces pays condamnent l'action, aucun problème, ne rentrent pas dans les affaires internes du Venezuela. Voilà, on remarque que c'est des pays tous du Sud global. Et on remarque aussi que dans les pays qui soutiennent finalement l'action des États-Unis, on trouve des pays d'Europe et d'Amérique latine. Alors, petite exception, il y a 2 pays qui sont entre le groupe qui condamne le gouvernement de Maduro, mais pas la forme de l'enlèvement de Nicolas Maduro. On trouve 2 pays, le Chili et l'Espagne, donc entre le groupe 2 et le groupe 3. Et puis, on a le dernier groupe de pays sur lequel je vais m'arrêter un petit peu plus, qui est les pays qui condamnent l'action des États-Unis et qui exigent la libération immédiate du président Maduro et qui reconnaissent bien évidemment la continuité des autorités vénézuéliennes. Là, on a Cuba, le Nicaragua, l'Iran, l'Érythrée au nom du groupe d'amis de défense de la Charte des Nations Unies, l'Ouganda au nom du mouvement des non-alignés, la Russie et la Chine. La Russie et la Chine ont exigé la libération du président Nicolas Maduro. La Russie a jugé l'action des États-Unis comme criminelle. La Chine a été très forte. Je vous recommande de réécouter le discours de l'ambassadeur chinois à l'ONU. C'était très fort. Et évidemment, les Chinois sont pas contents du tout. Ils sont pas contents parce que ils savent, ils ont dû lire la stratégie de défense, de sécurité nationale, et ils savent que en Amérique latine, il s'agit aussi de lutter contre les adversaires économiques, donc contre eux, parce que les Chinois sont le premier partenaire commercial de la plupart des pays d'Amérique latine. Et au Venezuela, c'est le premier acheteur du pétrole vénézuélien. Donc évidemment, ils sont directement visés. Et puis, je rappelle que la veille de l'enlèvement du président vénézuélien, Nicolas Maduro se réunissait avec l'envoyé spécial de Xi Jinping, avec lequel ils ont revu les 600 accords économiques, financiers, culturels, sportifs, etc., qui lient le Venezuela à la Chine. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis ont bombardé Caracas, l'envoyé spécial de Xi Jinping était présent et aurait pu être tué. Et ça, évidemment, je pense que les Chinois n'ont pas du tout apprécié. Voilà, donc voilà, pour résumer un peu ce qui s'est passé à l'ONU. Alors, finalement, même si on regarde ceux qui ont condamné mollement et puis ceux qui ont condamné fermement, il y a une grande majorité des pays qui ont condamné l'action des États-Unis, bien évidemment. Non, voilà, alors, aujourd'hui aussi a débuté le procès contre Nicolas Maduro à New York. Donc, il est accusé de narcoterrorisme. Alors, ça va être
Ça va être une parodie de procès en réalité, puisque l'accusation évidemment ne tient pas debout. Hein, c'est un procès politique, hein, on a bien compris. Alors, le président Maduro a fait une déclaration d'une voix très ferme, sans se laisser impressionner. D'ailleurs, je vous invite à voir des images du président Nicolas Maduro lorsqu'il arrive enchaîné aux États-Unis. Il est droit, il est ferme. Quand il arrive au siège de la DEA, il souhaite une très bonne année à tous les agents qui l'entourent. Les agents qui l'entourent se prennent des photos autour de lui dans lesquelles Maduro montre qu'il est présent, qu'il est là. Et donc, au début de son procès, il a rappelé qu'il était le président légitime et constitutionnel du Venezuela, qu'il n'était pas du tout un narcotrafiquant et évidemment qu'il ne se déclarait pas coupable. Donc, le procès a été repoussé en mars. Et on verra la défense qui sera adoptée par Nicolas Maduro dans ce procès politique. Voilà. Je vais finir sur un thème, je vais pas m'étendre non plus, mais je voudrais juste rappeler qu'il y a eu des marches massives des Vénézuéliens outrés au Venezuela pour protester contre le bombardement de leur pays et l'enlèvement de leur président. Et puis, dans plusieurs villes dans le monde, par exemple, des villes d'Amérique du Sud comme Buenos Aires ou Lima ou Santiago, mais aussi Madrid, il y a eu des marches des Vénézuéliens qui ont décidé de migrer dans d'autres pays pour des raisons certainement économiques durant la crise économique due au blocus, dans les premières années du blocus. Et donc, on va en écouter quelques-uns. El precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí, pero quizá vamos a estar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente o no. Ojalá que no, pero es el precio que hay que pagar. Esperando que ellos ataquen por segunda vez y de verdad hagan la limpieza que tengan que hacer para volver a ser Venezuela. De verdad lo estamos esperando. Estamos esperando por el segundo ataque. Alguna es un orgullo, le damos las gracias al presidente Trump, a la administración Trump, a Marco Rubio, a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia. Yo me desperté, estaba durmiendo, por supuesto, y bueno, por supuesto, el orgullo, la emoción que se siente al ver que Caracas estaba siendo bombardeada. C'est abject. C'est abject. Des gens qui se réjouissent que leur pays, leur famille restée au pays se fassent dézinguer sous des bombes. Et en fait, ça pose un énorme problème parce que la majorité, alors évidemment tous ne se reconnaîtront pas, mais la majorité de la migration vénézuélienne n'est pas une migration politique, c'est pas des exilés, c'est pas des réfugiés. Ces gens-là peuvent revenir au Venezuela quand ils veulent. De fait, quand vous parlez avec certains, beaucoup reviennent en vacances et puis ils repartent dans les pays où finalement ils ont établi leur vie, parce que c'est pas des migrants qui sont partis l'année dernière. Généralement, la migration vénézuélienne, elle est des années 2015, 2016, 2017, 2018. Et il y en a plus depuis 2020, 2021. De post-pandémie, il n'y a pas eu de nouvelle vague de migrants vénézuéliens. Et donc, il y a un véritable gouffre qui s'est opéré entre les Vénézuéliens vivant au Venezuela, y compris les Vénézuéliens d'opposition qui vivent au Venezuela, et puis la migration vénézuélienne qui est absolument détestée dans tous les pays où elle a pris pied, et au Venezuela aussi. Les gens n'ont pas envie de les voir revenir puisque le pays s'est amélioré sans eux. La délinquance et l'insécurité a disparu au Venezuela. J'en reviens, j'étais encore au Venezuela il y a 10 jours, et je peux vous dire que, vous savez certainement que j'y ai vécu plus de 10 ans entre 2004 et 2015, le Venezuela, aujourd'hui, est beaucoup mieux que lorsque j'y vivais. Il n'y a plus d'insécurité, c'était une insécurité débordante avec un couvre-feu officieux dans les grandes villes, on entendait des tirs en permanence, ça n'existe plus, vous pouvez marcher dans la nuit jusqu'à pas d'heure. Alors évidemment, si vous nous écoutez depuis la Suède ou la campagne française, évidemment ça peut paraître normal, mais dans les grandes villes américaines, c'est pas sud-américaines et américaines aussi, je veux dire, c'est assez courant ce genre de criminalité, et il y en a plus au Venezuela. L'économie, tant bien que mal, est repartie. Il y a eu, donc, selon le FMI, 8% de croissance cette année, et on partait pour encore plus. Le Venezuela, miracle, je vous renvoie à un article, à une interview que j'ai faite de l'ancien ministre de l'économie qui explique ça très bien, que vous trouvez sur le site des Deux Rives.
qui nous explique comment ils ont fait pour, dans un pays pétrolier qui importait absolument tout, jusqu'à encore il y a quelques années, désormais ils produisent 92% de ce qu'ils mangent, et l'industrie, enfin la petite et moyenne industrie, est liée aux besoins et aux nécessités du secteur agricole, c'est-à-dire qu'on est reparti sur un cercle vertueux, loin de la maladie orange qui caractérisait ce grand pays producteur de pétrole. Donc l'économie était repartie. Je peux vous assurer qu'au Venezuela, les supermarchés sont pleins, les marchés sont pleins. Le salaire minimum, évidemment, n'est pas de $1 par mois. Ça, il y a les imbéciles qui peuvent croire une chose pareille. $1, c'est une bière. Et les Vénézuéliens boivent beaucoup de bière. Je l'ai encore prouvé ces derniers jours. Donc évidemment, ça c'est pas vrai. En réalité, le salaire minimum dans le privé s'aligne sur les salaires minimums en Amérique latine, c'est-à-dire entre 250 et $300. Les prix dans les supermarchés ou les marchés sont les prix à peu de choses près, hein, des produits à plus, des produits moins, sont les prix qui sont pratiqués dans la plupart des pays sud-américains, comme par exemple la Colombie, comme par exemple le Pérou, que je connais bien, où j'ai été récemment, j'ai pu aller dans les supermarchés, voilà. Et effectivement, alors là, moi, j'y suis allé dans les périodes de fête, alors là, c'était débordant. Les Vénézuéliens ont fait la fête pendant 3 semaines, parce qu'en plus il y a Noël, après Noël il y a le jour des innocents avec de grandes manifestations, des carnavals, etc. Et puis ensuite il y a le 31, je peux vous assurer qu'il y avait des fêtes de partout, évidemment. Alors certaines personnes qui soient encore affectées économiquement, bah oui, ça c'est sûr, notamment dans la fonction publique où les salaires sont moindres, mais compensés par de la nourriture ou par des bons d'ajustement structurel. Bon. Le Venezuela va beaucoup mieux, et en revanche, il y a un gouffre, mais total, entre les migrants vénézuéliens qui vivent, si vous voulez, je vais vous dire, pour aller vite, alors ça, je compare pas les deux systèmes politiques, mais c'est comme si vous aviez une communauté, par exemple, française qui vivait dans les années 50, 60, qu'écoute Bourvil ou qu'écoute Charles Trenet, qui ont des codes propres de cette époque, etc. Et puis un pays qui vit dans les années 2020, etc. Il y a un gouffre culturel et cognitif gigantesque, puisque dans les migrants vénézuéliens de l'extérieur, il y a des narratives communes, il y a c'est-à-dire la narrative commune, c'est je suis dehors parce que il est de bon ton de dire je suis un exilé politique ou quoi que ce soit, pas du tout. Le 99% des Vénézuéliens de l'extérieur peuvent revenir au Venezuela sans problème, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors évidemment, s'ils ont un passé criminel, ils vont être arrêtés, mais bon, ça c'est dans tous les pays. Et en fait, ils ont leur esthétique commune, ils ont des musiques qui sont nées dans la migration, ils ont des humoristes communs, des référents communs. Alors ça pourrait être rigolo si c'était 5 ou 6 000 personnes, quand c'est 5 millions de personnes, et peu importe d'ailleurs que vous viviez à Santiago, Buenos Aires, Madrid ou Miami, c'est un socle culturel commun qui s'est construit dans la migration, et plus au Venezuela, et qu'a de moins en moins de choses à voir avec le Venezuela. Ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi on trouve ces énergumènes qui sont très contents que leur pays et leur famille restées au pays soient bombardés.
Ça, évidemment, c'est un grand problème. C'est un grand problème parce que le blocus a fait exploser, on va dire, la communauté vénézuélienne. Et je voudrais finir sur un mot qui est pas le moindre. J'aurais pu commencer par ça, puisque j'ai vu aussi pas mal de déclarations de personnes qui se disent de gauche ou pire encore anti-impérialistes, qui commencent le discours en disant bon, Maduro est un dictateur qui a affamé son peuple, mais les États-Unis n'ont pas à réagir comme ça, etc., etc. Et ben, je vais revenir sur les deux affirmations. Non, Nicolás Maduro n'est pas un dictateur, et non, Nicolás Maduro n'a pas affamé son peuple. On va commencer par le deuxième, puisque j'en ai déjà parlé. Il y a eu un blocus terrible financier, économique, mais aussi dans un pays où on ne produisait rien à part du pétrole et on importait tout, eh ben un blocus sur les médicaments, les pièces de rechange, les engrais ou les graines pour faire pousser de l'agriculture et donner à manger au peuple, etc., etc. Donc oui, effectivement, le blocus commence en décembre 2014 et de décembre 2014, il a été renforcé successivement pendant plusieurs années et le Venezuela a mis plusieurs années à y faire face, à trouver des réponses adéquates pour pouvoir empêcher le dégradement total du niveau de vie et ce qui a fait évidemment, ce qui a provoqué une grande migration, qui est une migration économique due essentiellement au blocus. Voilà. Alors c'est pareil que Nicolás Maduro a détruit l'industrie pétrolière. Non, il l'a pas détruit, mais c'est une industrie pétrolière qui dépendait dans toutes ces composantes de l'industrie nord-américaine, puisque c'est eux qui l'ont, on va dire, inauguré au Venezuela avec des gouvernements qui leur avaient donné finalement les champs de pétrole. Donc effectivement, dès l'instant où le blocus touche aussi toutes les pièces de rechange de l'industrie pétrolière, ça l'affecte. Et puis, à cause du blocus, le Venezuela ne pouvait plus vendre son pétrole. C'est-à-dire qu'il est passé de 2 millions de barils de pétrole en 2011 à vendre jusqu'à, je crois que c'était 100 000 en 2018. Le chiffre, c'est de 1 à 100, c'est-à-dire que si vous gagnez le SMIC, par exemple, vous gagnez 1200 €, vous devez avec ça partager avec votre compagne et votre enfant, et ben du jour au lendemain, vous ne gagnez plus que 120 € et vous devez maintenir le niveau de vie. Ben c'est pas possible. Et tout ça, c'est lié au blocus. Si vous ne me croyez pas moi, à la limite, pourquoi pas, mais croyez-en les responsables états-uniens qui ont participé à ce blocus. Croyez John Bolton lorsqu'il dit en 2019 sur Univision, nous faisons comme Dark Vador dans Star Wars quand nous étranglons quelqu'un. Écoutez William Bromfield en 2018, Voice of America, William Bromfield, diplomate états-unien, ancien ambassadeur en Colombie et au Venezuela. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Écoutez Jeffrey Sachs, l'économiste Jeffrey Sachs, dans son rapport où il témoigne que entre 2017 et 2018, en même pas un an, 40 000 Vénézuéliens sont morts des conséquences du blocus. On va changer. Écoutez Thomas Shannon, qui a été secrétaire d'État sous Barack Obama et qui dit le blocus des États-Unis contre le Venezuela a eu les mêmes effets que les bombardements de Dresde et de Tokyo par les Alliés. Voilà, c'est ça que les États-Unis ont fait durant des années au Venezuela et qui continuent de le faire aujourd'hui encore plus fort à travers un blocus naval. Donc non, Nicolás Maduro a pas du tout ruiné son pays. Au contraire, Nicolás Maduro, mais toute l'équipe du gouvernement bolivarien et surtout la présidente en charge actuelle, Delcy Rodriguez, ont essayé de trouver des moyens adéquats pour relancer l'économie et ils y parvenaient avant ces déclarations de guerre. Et puis l'autre thème, c'est évidemment Nicolás Maduro, le dictateur. Nicolás Maduro a été élu le 14 avril 2013. Dès que les résultats ont été promulgués, l'opposition a lancé ses groupes de choc et a été assassiné 11 chavistes et on a blessé 43 par balle. Depuis la première minute où Nicolás Maduro est arrivé au pouvoir, l'opposition extrémiste vénézuélienne n'a eu de cesse que de le renverser par tous les moyens possibles, y compris si cela avait pour conséquence la mort ou le sang de centaines ou de milliers de Vénézuéliens, peu importe leur camp politique.
Alors, effectivement, au niveau policier, le gouvernement, on va dire, s'est raidi ces dernières années, c'est-à-dire que certaines choses qui étaient à peu près tolérées, qui étaient illégales, illégales et qui auraient été sanctionnées en France, mais qui étaient à peu près tolérées il y a quelques années, ne le sont plus. Un exemple, par exemple, si des activistes déstabilisent le pays payé par un gouvernement étranger, ils vont désormais devoir rendre des comptes à la justice, alors que durant des années, le gouvernement, on va dire, laissait faire, non? Bon, on va franciser ça. Imaginez un leader des Gilets jaunes ou là des paysans français qui seraient payés par l'Iran ou par la Russie. Imaginez ce qui se passerait en France. Bon, voilà. Et en même temps, le gouvernement français aurait peut-être raison aussi, parce qu'il est hors de question de laisser un gouvernement étranger déstabiliser le gouvernement français ou l'État français. Donc, voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant, est-ce que ça fait de Nicolás Maduro un dictateur? Est-ce qu'il y a plus de démocratie au Venezuela? Mais pas du tout. La liberté d'expression est partout au Venezuela. La démocratie participative et protagonique est la colonne vertébrale du chavisme. Dans tout le pays, il y a 50 000 conseils communaux et près de 5 000 communes, ce qui fait 14 millions de Vénézuéliens qui, tous les samedis, débattent des choses à faire dans leur communauté de voisinage, décident à main levée de manière très démocratique, ont des liens particuliers avec l'État, tous les 3 mois organisent des référendums pour savoir quel projet au sein de la communauté va devoir être financé par l'État, c'est-à-dire c'est plus l'État qui décide et qui impose ce qui doit se faire dans une communauté de voisinage, dans un lotissement, c'est les propres gens. Donc il y a un nouveau modèle de développement, de démocratie qui se fait au Venezuela, que vous l'aimiez pas, ça peu importe, on s'en fiche. De là à dire que c'est une dictature, non. Donc, je voulais revenir sur ces trucs. Oui, mais en fait, ça peut justifier, car le Venezuela est une dictature et le gouvernement a ruiné l'économie. Eh bien non et non. Et Nicolás Maduro n'est pas un narcotrafiquant, n'est pas un criminel. Nous l'avons répété, mais c'est pas nous, encore une fois, c'est pas moi qui invente. Je dis pas un chiffre comme ça. Je veux dire, ce sont les rapports de l'agence de l'ONU contre le crime organisé, qui montrent bien que le Venezuela a un rôle très marginal. Les rapports de la DEA des États-Unis montrent bien que le Venezuela a un rôle très marginal dans le trafic de drogue. La plupart de la cocaïne qui va aux États-Unis passe par la côte pacifique, par les ports équatoriens et par les ports colombiens. La Colombie produit 65% de la cocaïne dans le monde. Le Pérou en produit 20%, la Bolivie en produit 10%. La production de cocaïne en Colombie a augmenté sous les gouvernements affiliés aux États-Unis. Les États-Unis ont des bases militaires en Colombie, ils n'ont rien fait pour endiguer le trafic de drogue. Donc il faut arrêter la mascarade. Tous les prétextes invoqués sont dérisoires. Ce qui fait la guerre en ce moment, c'est le pétrole, c'est les richesses du Venezuela et c'est la menace de la concurrence de la Chine, notamment dans ce que les États-Unis considèrent leur hémisphère, leur terre. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous demander un dernier truc, partagez cette vidéo, créez du débat. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le mettre en commentaire. Si vous êtes d'accord aussi, c'est toujours sympa d'avoir un petit mot d'encouragement. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles informations sur le Venezuela et l'Amérique latine.